Bonjour, bienvenue à cette conférence sur l'orientalisme. Thomas Urbain. Ce nom est aujourd'hui sorti des mémoires. Ce journaliste, envoyé en Orient, se convertit en islam sous le nom d'Ismaïl Urbain. Il devint administrateur du territoire français d'Algérie, puis conseiller personnel de Napoléon III pour sa politique arabe. C'est lui qui sut le convaincre que l'Empire français devait se développer vers les pays d'islam, profitant de la décomposition de l'Empire ottoman, un empire français d'Alger à Bagdad. Pour rendre cette cause populaire, on lança la mode de l'orientalisme. Les arts en furent le vecteur. Peinture, sculpture, littérature, architecture et même la musique subirent cette influence. Tout ceci est sans doute à l'origine de la relation passionnelle qui unit la diplomatie française à l'islam, en dépit des coutumes traditionnelles, l'esclavage, la charia, la dimitude et dans une certaine mesure leur acceptation. On peut le voir dans la relation et les débats entre le célèbre islamologue Louis Massignon, antisioniste, voire antisémite, qui fut envoyé par De Gaulle représenter la culture française en Orient, et Édouard Saïd, théoricien du racisme colonial. Ils ont entrepris une réécriture de l'histoire qui se poursuit encore aujourd'hui. Pour en parler, il y aura notre amie Evelyne Schirach, artiste, romancière, professeure en retraite, auteure engagée de plusieurs livres sur l'école. Puis, pour présenter la vision actuelle de l'orientalisme et la dimitude, il y aura notre ami Battiéor, spécialiste de la dimitude et du statut des minorités en islam, auteur de thèses académiques sur les relations entre l'Europe et le monde arabe et auteur de romans. Je vais maintenant passer la parole à Evelyne. À vous, Evelyne. Merci, Claude. Alors, j'ai intitulé cet exposé « L'orientalisme au regard de la peinture, entre mythe et dimitude ». Cet exposé concerne essentiellement la peinture du 19e siècle. Mais l'orientalisme implique aussi d'autres domaines, puisque les écrivains de l'époque ont mis cet orientalisme. Au XVIIIe siècle, rappelons que Chateaubriand, Flaubert, Lamartine, Nerval et Loti, parmi d'autres, ont fait le voyage et déjà au XVIIe siècle, Molière avait parlé des turqueries et il s'était moqué dans la pièce Le bourgeois gentilhomme, il s'était moqué des Turcs. Et puis, Mozart, le grand Mozart, a aussi créé des opéras, notamment L'Enlèvement au sérail, dans lequel il est question des Ottomans et des barbaresques. Donc, il y a eu aussi autre chose qui a alimenté cet orientalisme, ce sont les contes des Mille et une nuits qui étaient traduits par Antoine Galland au XVIIIe siècle et qui ont participé à l'engouement pour l'Orient chez les Français et chez les Européens. Si l'on doit donner une définition de l'orientalisme, je dirais que ce n'est pas un mouvement pictural à proprement parler, c'est un sujet, c'est une inspiration qui regroupe au XIXe siècle des peintres du style romantique, comme Delacroix, et du style néoclassique, comme son rival Ingres. Alors, quels sont les thèmes qui sont représentés? Ce sont des thèmes qui concernent le monde arabo-musulman, bien sûr, la Turquie avec Constantinople, le Proche et le Moyen-Orient. Vous avez tous l'image là, oui. Bon, alors, quels ont été les éléments déclencheurs de cet intérêt pour l'orientalisme? Eh bien,
les éléments déclencheurs, c'est la campagne d'Égypte menée par Bonaparte en 1798 jusqu'en 1801. Il fallait s'emparer de l'Égypte afin de contrôler la route des Indes dans le but de lutter contre la Grande-Bretagne qui était hostile à la Révolution française et à la France. Mais à l'origine, il existait un ancien projet français de construction du canal de Suez afin d'établir une liaison entre la Méditerranée et la mer Rouge. D'autre part, le Directoire voulait éloigner Bonaparte, dont les succès militaires et la popularité étaient jugés dangereux. Bonaparte quitte donc Toulon en mars 1798 avec plus de 300 navires, 40 000 hommes et 170 savants, ingénieurs, écrivains et artistes. Vivant Denon accompagne cette campagne d'Égypte. Vivant Denon, qui est ici, est un personnage qui est important parce que c'est un dessinateur, c'est un architecte, et il va faire une compilation de tout ce qui va être découvert durant ce voyage, cette campagne d'Égypte. Et lorsqu'il reviendra en France, il va organiser une classification de toutes les œuvres qui auront été ramenées et il va organiser les musées pour les recevoir. La colonisation de l'Algérie en 1832 sera aussi un prétexte à de nombreux voyages au Maghreb. Il y a un deuxième événement qui va être très important et qui va être la révolte des Grecs contre les Ottomans. Depuis 400 ans, les Grecs sont sous la domination ottomane. Les Grecs se soulèvent pour recouvrer leur indépendance et l'opinion européenne va basculer en leur faveur au moment du siège de Missolonghi, qui est une ville de Grèce. Les défenseurs de la ville ont été rejoints et financés, puis entraînés par Lord Byron, le premier des romantiques, et qui avait acheminé des armes en 1811. Malheureusement, Lord Byron va mourir en 1824 de maladie. Mais sa disparition va marquer les philhellènes, c'est-à-dire ceux qui aiment la Grèce et qui sont sensibles, évidemment, à la cause grecque. Et l'Europe, dans son ensemble, a été horrifiée par la barbarie des Ottomans. Alors, ils ont donc décidé d'intervenir et d'envoyer d'abord des dons. Et lorsque le siège, qui dure plusieurs années et qui annonce la mort de 3000 Grecs, cependant, en 1829, la ville sera libérée après que les puissances comme l'Angleterre, la Russie et la France interviennent en 1827 à la bataille de Navarin et que les Ottomans seront vaincus. Alors ici, vous avez une toile de Delacroix qui représente le massacre de Kyo, toile qui a été peinte en 1824. Ce massacre de Kyo est une œuvre qui a eu beaucoup de succès, qui a été vue en France, dans les salons, et qui a été exposée ensuite au musée du Louvre. Elle montre la férocité des Ottomans. Vous avez ici un soldat qui a fait un carnage autour de lui avec d'autres soldats, bien entendu, et il entraîne une jeune femme pour l'emmener en captivité. Au loin, vous avez la ville qui est en train de brûler, et puis quelques rescapés, d'autres sont morts d'ailleurs, qui sont les vaincus des Ottomans. Voilà un autre tableau très important de Delacroix, qui est l'allégorie, une allégorie avec une figure féminine qu'il reprendra d'ailleurs, il reprendra ce thème de l'allégorie avec le visage d'une femme dans un tableau
qui est celui de la Révolution de 1830, lorsque les Français vont se rebeller contre Charles X, et durant 3 jours, qui seront les 3 Glorieuses, et il peindra la liberté dit dans le peuple. Ce tableau montre une femme qui a les bras ouverts et qui semble nous prendre à témoin de la situation dramatique dans laquelle se trouve la Grèce. Cette figure se détache sur un fond très sombre qui contraste avec la femme dont la robe est claire ainsi que les pierres sur lesquelles elle s'agenouille et qui symbolise la destruction que l'on voit ici aussi avec la main d'un soldat qui a été tué. Au loin, on voit un Ottoman ici qui dresse un étendard avec un drapeau qui montre que les Ottomans sont vainqueurs. Mais ils ne le resteront pas, heureusement. Pour les Français, il s'agissait aussi de défendre la chrétienté contre l'islam et la civilisation occidentale dont les racines sont gréco-latines. La France n'oublie pas qu'elle s'est donné une mission civilisatrice grâce à la Révolution française qui doit aussi apporter la liberté aux peuples opprimés. Enfin, il y aura sur la création de l'Algérie en 1832. Alors, quelles sont les conséquences de ces faits historiques? À la suite de la campagne d'Égypte, donc Bonaparte, qui deviendra Napoléon et qui meurt en 1821, envoie beaucoup d'artistes vont faire le voyage en Orient. Des artistes, des écrivains, et l'engouement, la curiosité pour l'Orient deviendront une véritable mode. Les salons vont alimenter cette mode, ils vont contribuer à faire découvrir l'Orient, l'Orient des peintres. L'engouement du pays, l'engouement pour cet orientalisme va grandir et on va même voir des gens qui vont faire une mode de cet orientalisme, c'est-à-dire que certains vont s'habiller en orientaux. Vous avez ici un tableau de Henry William Pickersgill, portrait de James Silk Buckingham et de sa femme en costume oriental de Bagdad. Bon, je vous montre simplement cet exemple, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Beaucoup de Français, de bourgeois, ont décoré leurs appartements dans le style oriental. Il y a aussi une grande curiosité pour les arts égyptiens, avec les objets d'archéologie qui ont été rapportés d'Égypte et les œuvres classifiées par vivant de nom qui prendront place dans les musées, notamment au Louvre, comme je le disais tout à l'heure. Alors, quel Orient vont découvrir ces peintres? Un Orient qui fascine, un Orient qui se situe entre le rêve et la réalité. Le voyage en Orient devient un rite initiatique pour les différents artistes en quête de connaissances et d'horizons nouveaux. Ils découvrent un monde statique où la tradition est immuable, où la notion du temps est différente et semble s'adapter au monde contemplatif des artistes. Alors, ici, vous avez un tableau de Eugène Fromentin, qui est un très beau tableau, dont les 3/4 occupent le ciel, sont occupés par le ciel, un ciel aux couleurs lumineuses, un peu jaunâtres, et ici, sur la droite, des personnages, des cavaliers, des chasseurs, qui chassent le héron avec le faucon. C'était une tradition dans ces pays. Bon, voilà un tableau qui est véritablement, contrairement à celui que j'ai montré d'entrée de jeu, c'est-à-dire vu sur le Nil, toujours de Eugène Fromentin, ici, bon, il est beaucoup plus, il montre beaucoup plus une lumière et des personnages qui sont typiquement orientaux. Là, vous avez une architecture d'un village qu'on appelle le Douar, d'un peintre qui s'appelle Bompard, et
qui nous montre des personnages. Ces personnages, on peut dire qu'ils symbolisent bien la notion de temps qui existe chez les arabo-musulmans, c'est-à-dire un temps qui dure, un temps long, où on peut rester longtemps sans rien faire. Et ce douar, avec ces personnages, sont typiques des pays arabo-musulmans. Et ici, vous avez la maison où les femmes sont cachées. Un autre Orient exotique, ici, c'est une toile de Delacroix qui nous présente un Turc fumant assis sur un divan. Donc, c'est le côté chatoyant de l'Orient. Les couleurs de Delacroix reviennent de façon récurrente. Ce sont les contrastes entre les rouges et les blancs. Mais vous avez un personnage qui est habillé en habit d'apparat, qui fume une pipe à kiff. Sur le côté, vous avez son sabre avec le fourreau qui est décoré richement, ciselé. Et bon, c'était évidemment, quand je dis un Orient exotique, c'était pour les peintres un moyen de ramener des images qui n'étaient pas connues en France. Voilà un autre portrait de Géricault, cette fois, qui lui n'est pas allé en Orient. C'est le portrait de Mustapha, portrait d'oriental, un Turc, dont la coiffure est typique et qui est aussi un portrait qui nous montre un type d'homme tout à fait différent. Vous avez ici une fantasia, c'était une pratique surtout au Maroc. Cette pratique datait de l'époque des Berbères et c'est une aquarelle de Delacroix qui montre des personnages à cheval, au galop, qui vont tirer tous en même temps des coups de fusil. C'était à l'origine, ils s'entraînaient pour lutter contre d'éventuels ennemis naturellement. Ici, vous avez la ville, les portes de la ville, et puis l'Atlas sur le fond. Encore Delacroix, une scène qui est typique, une scène qui a été peinte avant le voyage au Maroc, mais qui est typique de ces scènes où il y a beaucoup d'animaux sauvages, bien entendu, et aussi des attaques, comme on voit ici, un cavalier arabe attaqué par un lion, peinture qui a été faite en 1850. Et là, c'est vraiment la facture de Delacroix. Vous avez une espèce de symbiose entre les trois personnages, c'est-à-dire le cavalier qui tue le lion qui mord la cuisse du cheval, et en laissant, évidemment, ils ne font plus qu'un, et derrière, vous avez la roche assez sombre, et avec toujours ce contraste entre les rouges et les blancs. Donc, ça, c'est l'aspect oriental, disons, plutôt plaisant, plutôt agréable. Hein. Donc, le travail sur la lumière qui est nouvelle, un art de vivre sauvage et raffiné, un mode de vie qui semble figé, comme on l'a vu, une lumière méditerranéenne qui est évidemment totalement différente de celle du nord de l'Europe, des paysages différents, des couleurs chatoyantes pour les habits et les objets, et l'architecture également différente. Nous allons aborder un autre aspect de cet orientalisme qui est un Orient barbare et cruel, c'est-à-dire l'esclavage et la dimitude. Pour la condition des Juifs et des chrétiens en terre d'islam, je renvoie aux ouvrages de Batior, Face aux dangers intégristes juifs et chrétiens sous l'islam, publié en 2005, et ceux de Georges Bensoussan, Juifs en pays arabes, le grand déracinement, publié en 2012. Alors, un Orient barbare et cruel, eh bien, nous allons commencer par les marchés aux esclaves. Voici un tableau de Jean-Léon Gérôme qui a fait beaucoup de scènes de ce genre. C'est un marché aux esclaves qui date de 1866.
Alors, on pourrait diviser le tableau en deux parties, en une ligne médiane ici. D'un côté, vous avez, et qui évidemment correspondent au personnage central, c'est-à-dire la jeune femme qui est en train d'être achetée, en tout cas présentée sur un marché. Une partie à droite avec des musulmans, des arabo-musulmans et leurs femmes qui sont voilées. Et le marchand qui est ici sur la droite, juste derrière la jeune femme qu'il est en train de présenter, a des acheteurs potentiels qui sont des Arabes, bien sûr, et vous voyez un geste absolument ignoble. Il est en train de mettre son doigt dans la bouche de la jeune femme pour évaluer, comme si c'était du bétail, comme si elle était du bétail, si sa dentition est bonne. On sait que dans les marchés aux bestiaux, c'est une pratique courante et tout à fait normale. Les marchands, ceux qui achètent plutôt des animaux, veulent savoir si la bête qu'ils vont acheter est conforme à leurs souhaits. Donc, ces marchés, le regard du peintre qui est en train de nous montrer, qui fait cette toile pour nous montrer une scène typique de l'Orient, eh bien, elle est à la fois extrêmement belle parce que, évidemment, c'est un grand peintre, Gérôme, et d'une part, et d'autre part, le personnage central est un personnage qui est un nu magnifique, mais évidemment, quand on sait quelle est la position de cette femme, ce qu'elle va devenir esclave et elle va finir dans un harem, évidemment, c'est une autre affaire. Ici, vous avez également un tableau de Horace Vernet, dont la médiane passe par le vendeur, qui est un marchand de couleurs, qui est habillé, lui, complètement. Tous les hommes sont habillés, sauf les femmes qui sont nues. À droite, vous avez une mulâtresse qui est aussi une esclave, qui est en attente d'être vendue. Vous avez un groupe d'hommes ici, sur la droite, qui regardent du côté des femmes dénudées. Et à gauche, vous avez cette femme qui est très blanche, c'est peut-être une circassienne, ces femmes qui étaient réputées pour leur beauté dans la région du Caucase et qui étaient évidemment choisies pour la blancheur de leur peau par les Ottomans. Le Caucase étant à cette époque-là, en tout cas, étant sous l'Empire ottoman. Cette femme, évidemment, c'est une jeune fille probablement. Elle baisse les yeux et elle est dans l'attente de son sort, qui sera aussi celui d'être achetée et de peupler un harem. Donc, il y a une vision à la fois très belle parce que les corps sont magnifiques, mais en même temps, c'est une scène épouvantable. Ici, vous avez encore une scène qui représente un marché aux esclaves. Voilà un tableau qui est intéressant, qui est un grand tableau de 129 sur 198 cm, qui représente un marché aux esclaves à Constantinople. Et là, ce peintre anglais donc, a été marqué par la personnalité de Byron et il décrit la cruauté turque qui déchire les familles par cette pratique barbare. Vous avez donc d'un côté à droite, dans la partie droite du tableau, vous avez un sultan, on peut dire que c'est un sultan, en tout cas un dignitaire, qui vient acheter qui vient au marché aux esclaves pour acheter une jeune femme. Là, vous avez le marchand, qui est peut-être aussi un eunuque, on ne sait pas. Et puis, de l'autre côté, je vais vous le montrer dans le détail qui est ici, de l'autre côté, donc, vous avez une diagonale qui va du dignitaire en passant par le marchand ou l'eunuque et jusqu'à la famille et jusqu'à la jeune fille qui, elle, est déchirée et tirée d'un côté par le marchand et de l'autre par sa mère qui veut la garder. Donc, c'est une toile qui est très intéressante parce qu'elle montre bien
la barbarie et de cette pratique de marché aux esclaves, d'esclavage, pour finir dans les harems. Il y a aussi un peintre qui s'appelle Alfred Deodinck, qui est un des rares artistes à s'intéresser au sort des Juifs en terre d'islam. Il a peint un tableau qui s'appelle L'exécution de la Juive. Il s'agit d'une histoire vraie qui a suscité l'horreur du peintre. C'était une jeune fille qui s'appelait Sol Ashwell ou Solika Ashwell, née à Tanger en 1817 et morte à Fès en 1834. C'est une héroïne juive qui a été décapitée en place publique à l'âge de 17 ans. Elle a été exécutée pour une prétendue apostasie de l'islam, bien que vraisemblablement, elle ne se soit jamais convertie. Alors là-dessus, on n'est pas tout à fait certain. Il y a plusieurs histoires à ce propos qui expliquent sa décapitation, mais moi, je vous donne celle qui m'a paru, que j'ai trouvée la plus plausible, mais il y en a eu d'autres. Alors, elle aurait dit « Juive, je suis née, juive, je veux mourir », et le sacrifice d'Ashwell a servi d'inspiration à des peintres, mais aussi à des écrivains. Elle avait un frère plus âgé qu'elle, son père était un commerçant de Tanger et un talmudiste. Il dirigeait un petit groupe d'études chez lui et il aidait sa fille à se former et à maintenir sa propre croyance dans le judaïsme. Bon. Alors, voilà le tableau en question. L'exécution de la Juive qui a été présentée au musée, au salon de 1861. Ce tableau, on voit que c'est un fervent admirateur de Delacroix, ce peintre Deodinck qui a vécu 9 ans au Maroc. Et ce qui est intéressant, c'est la centralité qui montre la scène de l'exécution, avec des personnages un peu comme dans le tableau de Delacroix où on voit les personnages, le cheval attaqué par le lion et le cavalier qui tue le lion. Eh bien, il y a une espèce de mouvement tournant ici qui montre combien il est influencé par le peintre Delacroix. Bon, bien sûr, il n'est pas à la hauteur de Delacroix, mais quand même, il a eu le mérite de peindre cette scène qui montre la cruauté et la barbarie des musulmans. Ce tableau a été présenté au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Voilà un deuxième tableau de Deodinck qui s'appelle L'enlèvement de la Juive au Maroc et un peu différent comme facture, qui montre une jeune fille qui est emportée par un arabe et un noir qui est certainement un esclave. Et ici, vous avez les parents qui se sont agenouillés, qui supplient les deux personnages qui enlèvent leur fille de la laisser et de la leur rendre. Mais cette jeune fille, elle se tourne vers nous, elle nous regarde pour implorer notre pitié. Voilà encore un tableau qui est très intéressant et qui montre parfaitement la barbarie de ces gens du Maroc notamment. Hein. Alors, le harem. Nous avons vu le marché aux esclaves. Nous allons voir maintenant la suite du marché aux esclaves, c'est-à-dire que deviennent les femmes qui sont vendues. Eh ben, elles sont vendues pourquoi? Pour peupler les harems, donc pour le plaisir des hommes et du pacha ou des dignitaires lorsqu'ils sont assez riches pour s'acheter un nombre assez important de concubines. Voici un tableau qui est aussi très connu, toujours de Delacroix, Femmes d'Alger dans leur appartement. Delacroix a eu la possibilité, et il est un des très rares à qui c'est arrivé, d'entrer dans une maison musulmane. Et pour cela, il a été introduit par un arabo-musulman qui avait confiance en lui et qui savait qu'il venait uniquement pour dessiner et pour faire des portraits de
de femmes ici dans ce harem. Bon. Alors, cette photo de harem, je dois préciser que le mot harem vient du mot arabe haram, qui signifie ce qui est interdit par la loi. Toute la région qui s'étend à une certaine distance de la Mecque et de Médine est haram, de par son caractère sacré, car ce sont des lieux saints. D'un point de vue profane, le mot harem fait référence à la partie retirée de la maison qui est occupée par des femmes et qui constitue leur harem ou sanctuaire. Les eunuques et les jeunes enfants mâles de la maison peuvent y pénétrer, mais aucun homme hors de la famille ne peut les voir. Tout visiteur masculin est proscrit dans ce lieu. Généralement, les femmes voilées peuvent se mêler librement avec les hommes dont le lien de parenté est étroit. Par exemple, des cousins ou des oncles, des gens de la famille. À ce moment-là, les femmes peuvent sortir voilées et se mêler à leur compagnie. Bien que donc ce fût interdit aux étrangers, les peintres ont pu reconstituer des scènes de harem. D'ailleurs, ils en ont fait des milliers. Ils n'en ont pas des milliers. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça leur permettait de peindre des femmes, soit vêtues richement quand c'était des dignitaires arabo-musulmans qui entretenaient ces femmes, soit des femmes nues qui étaient au bain, que l'on pouvait voir au bain, que l'on pouvait voir ensemble dans les harems. Le lieu du harem était un lieu de conflit, souvent, entre les femmes elles-mêmes, parce que, évidemment, il fallait être la favorite. Et pourquoi les peintres se sont intéressés massivement à ce sujet? Eh bien, c'est parce que ça leur permettait de peindre des nus. Alors, je rappelle que jusqu'à la première moitié du XIXe siècle, les beaux-arts en France interdisaient la peinture de nus, sauf sur des sujets précis qui étaient ceux de la Bible ou bien de l'Antiquité. On avait le droit de peindre des nus parce que ça reflétait une scène de l'Antiquité, mais pas de nus intempestifs comme ça dans la peinture. Ce tableau est particulièrement intéressant parce qu'il est... vous avez un trio de personnages ici, avec une servante noire. Bon, les noirs, on sait très bien qu'elles étaient servantes. Et deux femmes qui sont en conversation. L'une fume le narguilé. Et puis, ici, dans une partie un peu excentrée, vous avez, selon un angle oblique, vous avez une femme qui est un peu distante par rapport aux autres, et elle est dans une sorte de rêverie. Elle ne participe pas à leur conversation, à ces deux-là. Elle est dans une sorte de rêve, elle est dans ses pensées, et elle ne sourit pas, elle ne semble pas heureuse. On a l'impression qu'elle est dans le souvenir d'une vie antérieure, une vie de liberté, sans doute. D'un point de vue esthétique, vous avez un endroit qui est riche, qui est avec des tapis, énormément de tapis, des draperies, un miroir ici qui est ciselé, qui est décoré, et puis vous avez cette porte entrouverte qui laisse entendre qu'à tout moment, le propriétaire du harem peut entrer et demander à une des femmes de le suivre. Donc, alors, le regard, j'insiste là-dessus parce que ça me paraît important, le regard de Delacroix est quand même différent des autres peintres qui ont peint des systèmes de harem, je vais vous en montrer d'autres, mais c'est un romantique, c'est un homme qui est très sensible et qui est sensible à la souffrance aussi de ces femmes qui sont, bon, certes, maintenant sont habituées à leur vie de prisonnières, de harem. Après tout, elles sont bien habillées. Lorsqu'elles tombent sur un riche propriétaire, elles sont dans une vacuité totale. Elles n'ont rien à faire. Le temps passe
d'une manière parfois. Et il a su capter justement ces instants-là, et notamment la nostalgie d'une autre vie peut-être. C'est mon interprétation, mais en tout cas, je pense que on le verra dans d'autres tableaux. On sent que certaines femmes ne sont pas satisfaites de cette vie qui les a complètement coupées de leur famille et de leur vie antérieure. Alors, son rival a vu, lui aussi, qui n'a jamais mis les pieds en Orient, a voulu faire une scène et justement profiter de l'orientalisme pour peindre des femmes nues. Mais seulement là, je trouve que son tableau n'est pas très réussi. D'abord, là. Bon, ce tableau donc n'est pas réussi pour moi parce qu'il prend prétexte du tableau Femmes dans leur appartement à Alger pour donner la réplique à Delacroix, mais là, ça n'est pas à la hauteur du travail de Delacroix. Bon, et quand même, je tiens à dire que Ingres a pu être un autre peintre, un peintre beaucoup plus important, beaucoup plus grand. Ici, vous avez une vie au harem à Constantinople, aquarelle et gouache, d'un peintre qui s'appelle Frédéric Lévis. Ça a été fait en 1854 et c'est assez curieux, je trouve. C'est pour ça que je l'ai mis pour vous le montrer, parce que ça ferait presque penser à du japonisme. C'est-à-dire que la personne ici est en train de s'amuser avec son chat. La décoration, on ne voit pas très bien ce qu'elle a à voir avec les décors orientalistes. Bon, elles sont toutes les deux bien vêtues, mais on sent bien encore la vacuité de cette vie où l'on ne fait rien, où on attend que le temps passe, etc. Peut-être que c'est une scène qui n'a pas été du tout, qui a été reconstituée par le peintre et qu'il a imaginé le harem de cette façon-là. C'est fort possible. Alors là, nous avons un autre tableau de Benjamin Constant, Le soir sur les terrasses marocaines, qui est beaucoup plus intéressant parce qu'il montre une scène comment dire, de harem, de femmes du harem, surveillées par une femme plus âgée. Elles sont sur la terrasse, c'est le soir, et elles viennent se rafraîchir parce que dans la journée, il fait très chaud. Et cette femme ici, qui est assise sur le bord du mur de la terrasse, a les pieds dans le vide, et elle regarde, si on regarde son regard, il est fixé elle regarde vers le lointain. On peut aussi imaginer qu'elle attend quelque chose, qu'elle se remémore sa vie d'avant lorsqu'elle était libre. Elle regarde la ville, elle regarde le lointain et qui lui rappelle son manque de liberté. Donc c'est un tableau qui se rapprocherait davantage de celui de Delacroix. Pas par la facture, bien sûr, qui est différente, mais par le thème. Alors, dans une dernière partie, je vais vous parler de Delacroix au Maroc. Delacroix avait une empathie particulière pour les Juifs, puisqu'il est arrivé en 1832 à Tanger. Il faisait partie de la délégation française emmenée à Tanger par le duc de Mornay, qui était un diplomate. C'est lui qui avait convié Delacroix à l'accompagner. Et c'était d'ailleurs tout à fait honorable d'avoir près de lui un des plus grands peintres français. Delacroix a écrit un journal tout au long de sa vie, et notamment, il a écrit toutes les journées qu'il a passées au Maroc, et il a fait de nombreux croquis. Ces croquis, évidemment, il ne voyage pas avec un attirail de peinture, ça se conçoit fort bien, et il va les utiliser quand il rentrera en France pour peindre en atelier certaines scènes qu'il a vues au Maroc. Et il prend minutieusement des notes qui vont lui servir à retrouver les personnages, les couleurs,
la façon dont les gens sont habillés, etc. etc. Ils arrivent au Maroc, c'est le mois de Ramadan. Donc, ils ne vont pas pouvoir rencontrer de musulmans, et surtout le sultan du Maroc. Et ils vont rester coincés pendant un mois à Tanger. Comme ils ne peuvent pas visiter de maison musulmane, eh bien, ils vont visiter grâce à Abraham Ben Shimol, qui était un drogman, c'est-à-dire quelqu'un qui était chargé par le sultan des contacts entre les Marocains et les Français, s'il s'agissait d'une délégation française, d'un consulat français. Donc le drogman est un traducteur qui connaît plusieurs langues. Il connaît, celui de Tanger connaissait donc l'espagnol, le français et l'arabe. Et il est chargé de s'occuper du bien-être des Français, et notamment de les mettre en relation, d'organiser des visites dans d'autres villes, et de s'occuper donc des Français. Delacroix va être pris en charge par Ben Chimol. Alors, il faut savoir que cette charge de drogman était de père en fils, c'est-à-dire que c'était pas n'importe qui pouvait être drogman. Et ils étaient d'ailleurs vêtus de blanc, de noir. Ils avaient un costume particulier avec une calotte noire sur la tête. Donc, Delacroix, grâce à ce Benchimol, va pouvoir dessiner, faire des aquarelles, il va être présenté dans des familles juives nombreuses, et là, il va être reçu exceptionnellement bien par les Juifs, dont il pourra voir les femmes sans problème et peindre leur visage, faire des croquis, etc. Mais il va aussi apprendre des choses sur la vie des Juifs, notamment au Maroc. Et il s'aperçoit que les Juifs subissent des humiliations quand ils sont en présence du roi, par exemple, ou de quelques grands dignitaires. Ils doivent se déchausser et être pieds nus, et sont obligés d'en faire autant devant les mosquées. Un autre exemple, quand un juif veut se faire pardonner, il doit apporter un mouton. Sauf à Tanger, où il n'y a pas de Mellah, les juifs vivent dans le Mellah, c'est-à-dire une partie de la ville très étroite qui est attribuée aux juifs, et ils vivent dans des conditions de pauvreté, d'insalubrité assez grandes. Et là aussi, quand ils sortent du Mellah, ils doivent porter un habit, des chaussures différentes que celles des Arabes et des musulmans. Alors, cette scène que vous voyez ici, c'est une scène qui s'appelle la noce juive. Il va être invité à suivre la noce juive pendant 7 jours. Ça dure 7 jours. Et il pourra voir la mariée, faire des croquinelles, mais la mariée n'est pas présente à cette fête. Il va reconstituer à l'aide de ses croquis et de ses aquarelles tous les éléments de ce tableau. Il va les reconstituer en un tableau lorsqu'il sera à Paris dans son atelier. Et comme il a noté tout ce qu'il a vu, évidemment, ça sera relativement facile puisque tout est noté. Et la toile sera présentée au salon de 1841. Elle va être ensuite achetée par le Louvre, et donc c'est un tableau très important. Il est important de noter que sur cette toile, alors je vais d'abord vous parler un petit peu de la construction de la toile. Bon, vous avez ici… Excuse-moi, Evelyne. Les aiguilles tournent. Est-ce que tu pourrais penser à accélérer, à conclure, parce qu'il doit y avoir derrière toi Battior. Bon, donc, vous avez vu le tableau, il y avait des choses à dire dessus, mais ça ne fait rien. Je vais
je vais passer à la conclusion qui vient juste derrière. Bon, voilà les croquis dont je vous ai parlé et voilà la conclusion. Alors, j'ai appris tout à fait récemment que le ministère de la Culture organise dans 18 villes de France des expositions qui sont les arts de l'islam, un passé pour un présent. Et ces expositions, il y a une exposition des Juifs et des Arabes, du monde arabe, les Juifs dans le monde arabe, à l'Institut du monde arabe. Ces expositions sont organisées par le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation, art de l'islam, un passé pour un présent. Il s'agit d'apporter aux jeunes générations, des clés de lecture sur les cultures, la civilisation et les arts de l'islam. Permettre à beaucoup de voir la civilisation islamique avec un autre regard que celui du terrorisme et de la radicalité. Nous constatons une fois de plus la totale dimitude du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture qui se plient aux exigences, à mon sens, de l'ISESCO, donner à croire que la civilisation musulmane a participé à la gloire de l'Occident, voire qu'elle en a été le moteur. Je rappelle la conférence sur l'enseignement et l'ISESCO où justement je montrais que l'éducation nationale suit presque à la lettre toutes les préconisations de l'islam en France. Excusez-moi d'avoir été un petit peu longue, mais voilà, je termine donc sur ces expositions qui se dérouleront dans 18 villes de France. Merci Madame, c'était formidable. Merci. Vraiment. Ben, merci pour votre écoute. Excusez-moi d'avoir été un peu longue. Non. C'est pas facile parce que quand on montre des images, c'est là le problème. Mais ben, écoutez, on va passer la parole à Batior maintenant. Merci beaucoup Evelyne pour ce merveilleux exposé, ces belles et ces beaux tableaux que tu nous as montrés, que nous n'avons pas beaucoup l'occasion de voir. C'était vraiment passionnant. Je regrette l'interruption, mais peut-être nous te donnerons plus de temps pour cette passionnante exposé une autre fois. Voilà, donc Evelyne nous a montré par cet exposé artistique et historique sur l'orientalisme, ce que l'ingéniosité, la créativité artistique, l'intuition et l'observation aussi scientifique, quand même propre au génie européen, a ressenti au contact de cet Orient islamisé qui, conformément à l'idéologie djihadiste, fut durant plus d'un millénaire interdit et hostile aux non-musulmans, qui ne pouvaient s'y aventurer sans obtenir une permission spéciale appelée Aman et sans avoir la garde de un ou deux janissaires pour garantir leur sécurité. Mais au XIXe siècle, le sultan ottoman se trouve obligé d'accepter l'aide de spécialistes européens pour procéder à de nombreuses réformes structurelles essentielles à l'intégrité territoriale de son empire. C'est à cette époque que les savants européens entreprennent le déchiffrement et la découverte de civilisations de l'Antiquité. Ils établissent les disciplines de ces études, répertorient la faune et la flore de ces régions, créent des musées pour classer ces découvertes et ce savoir. Je décris cette évolution dans mon roman Moïse, qui se passe justement à cette époque, au XIXe siècle, en Égypte, qui était à ce moment une province vassale de l'Empire ottoman. Parce que Evelyne nous a montré l'aspect artistique de la pénétration, du contact de l'Europe avec
avec l'Empire ottoman, avec le Maghreb, avec l'Orient, mais il y eut aussi tout un ensemble, des spécialistes qui visitèrent ces pays autrefois interdits et qui les mentionnèrent ce qu'ils voyaient par exemple comme les peintres, les beaux tableaux que nous a montré Evelyne sur les harems ou sur d'autres scènes. Je voudrais maintenant vous parler de la face sombre de l'orientalisme, une face créée par Edward Said, l'écrivain, l'enseignant Edward Said, dans les années 1970. Edward Said naquit en 1935 dans une riche famille bourgeoise chrétienne. Il fit ses études au Victoria College, dans une école UP de Zamalek, un quartier chic résidentiel du Caire. Il partit ensuite aux États-Unis, faire compléter ses études dans les grandes universités américaines et enseigna ensuite à la Columbia University à New York. Il enseigna la littérature anglaise et les littératures comparées. Edward Said grandit dans un Orient totalement traumatisé par les victoires d'Israël, c'est-à-dire par Satan. Il faut rappeler que depuis les années 1930, l'Égypte et le monde musulman étaient fortement influencés par le nazisme et la haine des Juifs. Tout le monde connaît l'influence néfaste d'Amin al-Husseini sur le monde musulman. Amin al-Husseini était le représentant palestinien des frères musulmans et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il se réfugia à Berlin auprès de son idole, Adolf Hitler, et où il organisa d'ailleurs dans tous les cas sur le plan religieux, il organisa des régiments de volontaires musulmans qui étaient partis en Allemagne s'enrôler dans les troupes de la Wehrmacht ou dans les SS. Amin al-Husseini faisait souvent de grands discours d'une virulence extrême contre les Juifs qui étaient entendus dans tout le monde musulman. Et lui-même, il connaissait parfaitement le déroulement de la Shoah puisqu'il avait vu les camps de déportation et d'extermination. Donc, le monde à cette époque, donc durant la Deuxième Guerre mondiale, à l'époque où Edward Said passait son enfance et son adolescence, les événements de la Shoah et de la Deuxième Guerre mondiale étaient parfaitement connus et l'environnement arabe et musulman était extrêmement difficile et hostile à l'égard des Juifs. Je replace donc les publications d'Edward Said dans un contexte historique. Je rappelle les émotions qui ont baigné son enfance. Je décris d'ailleurs cette période dans mon livre Élie, le roman, la suite de Moïse, qui se passe au cours de la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et on retrouve le monde qu'a connu Edward Said. Mais je rappelle aussi que en 1960 et 70, les premiers livres sur la Shoah furent publiés. À cette époque, le public européen ressentait un fort sentiment de sympathie et de solidarité envers les Juifs, ce qui provoquait une animosité irréductible du monde arabe et musulman à l'égard des Européens,
car ils attribuaient à l'Europe et à sa culpabilité qu'ils jugeaient inappropriée envers les Juifs, ils lui attribuaient les victoires de l'État hébreu, estimant que les Juifs étaient un peuple trop veule et peureux pour gagner des batailles, pour gagner des victoires sur les champs de bataille. Également, j'ai moi-même remarqué au cours de mes recherches et de mes lectures dans le contexte de Rabia et du dialogue, des dialogues euro-arabes, que les diplomates et les ministres arabes reprochaient à leurs collègues européens cette culpabilité à cause de la Shoah, envers l'État d'Israël qui, disait-il, créait de poids, de mesures, bien que, en fait, l'Union européenne n'a jamais manifesté une quelconque indulgence envers la politique de l'État d'Israël. Mais néanmoins, cette idée-là que l'Europe privilégiait l'État d'Israël à cause de sa culpabilité était néanmoins très répandue. Et dans son œuvre sur l'orientalisme, Edward Said subvertit cette culpabilité européenne de façon à la détourner vers l'arabe, le colonisé, le palestinien, ce dernier incarnant la victime juive et les Israéliens représentant les nazis qui opprimaient les Juifs. Donc, cette inversion de la réalité est d'autant plus cynique ici que les Arabes, il y a eu quand même une certaine participation à la Shoah et à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les Arabes connaissaient très bien qui était la victime et qui étaient les bourreaux. Ce que Edward Said appelle l'orientalisme est en fait une matière virtuelle forgée dans son cerveau, entièrement consacrée à culpabiliser l'Occident. Cette matière représente tout ce que l'occidental, l'homme blanc, il parle d'homme blanc déjà donc, l'homme blanc, pense, dit et écrit au sujet de l'Orient et de l'islam dans tous les domaines. Dans tous les contacts des Européens avec les Orientaux, que ce soit dans les recherches scientifiques et archéologiques que Edward Said examine avec cette volonté de trouver là une sorte de racisme à l'encontre des populations orientales, ce qu'il appelle population orientale. On ne sait pas si c'est des musulmans, des arabes, des chrétiens, il y avait des chrétiens orientaux, des juifs. Bref, il parle des orientaux qui sont racisés par le regard des Européens. Même s'il parle du déchiffrement d'alphabet de l'Antiquité ou bien des établissements scolaires que les Européens ont introduits, des établissements scolaires modernes que les Européens ont introduits dans les pays orientaux, que ce soit de l'amélioration de la médecine, bref, dans tous leurs activités et leurs écrits sur l'Orient, Edward Said décèle l'action de prédateurs haineux, racistes, colonialistes et impérialistes. Dans son livre Orientalisme,
il est le premier, à ma connaissance, à assimiler l'homme blanc à un raciste essentialisé, c'est-à-dire dont toutes les émanations expriment le racisme à l'égard de l'islam. Il estime que toute la connaissance occidentale sur l'Orient est d'essence impérialiste, la culture n'étant qu'une structure de domination et de pouvoir, quels que soient ses critères objectifs et scientifiques. C'est une construction artificielle et inhumaine de l'homme blanc, dépourvu de toute vérité. Sa démonstration est une constante inculpation de l'Europe coupable d'islamophobie. Les notions de djihad, de Dar el-Harb, c'est-à-dire ce monde de la mécréance des non-musulmans qui est voué à la destruction, sont absentes de son univers mental, de même que la notion de dimitude, d'esclavage et de harem. Et si l'Européen en parle, s'il les décrit, parce qu'il les voit, eh bien, il est taxé de personnages haineux et racistes. Je me limiterai ici à 3 points dans l'œuvre de Saïd sur l'orientalisme. Le premier, c'est que, se basant sur le mot sémitisme, Saïd affirme que l'orientalisme et l'antisémitisme sont similaires, mais il n'en fait pas la démonstration. L'antisémitisme contre les Juifs, dit Saïd, est pareil à la haine exprimée par l'orientalisme contre les musulmans, car, dit-il, les deux sont pareils. Et je vous donne ici une citation, ouvrez les guillemets, le transfert de la haine antisémite d'une cible juive à une cible arabe a été fait facilement puisque la figure était essentiellement la même. Cette citation se trouve dans son livre L'orientalisme, page 286, édition anglaise. Ainsi, l'ensemble institutionnel, théologique, juridique, social qui a constitué le statut des Juifs en chrétienté depuis le 5e, 6e siècle et qui, porté à son point culminant, a conduit au génocide du peuple juif, et qui a été appliqué durant des siècles. Et ce statut, donc, est semblable à l'art, à la création d'artistes européens sur l'Orient, que vous avez vu, à la construction de pays, de villes, de musées, d'infrastructures modernes dans les pays islamisés. Je ne connais pas d'État européen qui a programmé l'extermination d'une population arabe ou musulmane, l'ensemble de toute la population, qui l'a condamnée à un génocide comme cela a été fait en Europe. Et cela aurait pu continuer aussi bien en Orient. C'était le souhait du Moufti de Jérusalem. Donc, nous voyons donc ici les ficelles politiques de cette œuvre d'Edward Saïd qui tente d'abord à subvertir la réalité, ensuite à vouloir toujours plaquer l'histoire juive sur une histoire islamique qui est totalement différente, car le conflit de la chrétienté avec les juifs n'est pas le même que son conflit avec l'islam. L'antisémitisme est bien connu par des textes juridiques et historiques, mais on ne sait pas très bien ce qu'est l'islamophobie. Mais dans le monde intellectuel d'Edward Saïd, le djihad qui a islamisé tant de peuples chrétiens sur 3 continents, avec ses déportations,
son esclavagisme religieux, ces génocides qui de toute façon, les génocides faisaient partie de toutes les guerres, pas seulement le djihad. Mais tout cet aspect donc de l'islam vis-à-vis des populations juives et chrétiennes sont inexistants. L'oriental, l'arabe, le musulman sont des victimes innocentes de l'homme blanc et de l'orientalisme raciste et du sionisme qui, dit Edward Said, reprend la tradition orientaliste. Pour Edward Said, l'Europe doit absolument se sentir coupable pour le mal incommensurable commis par l'orientalisme dont furent victimes l'arabe, l'oriental et le musulman. J'admets volontiers l'existence de préjugés à l'encontre de religions, de groupes humains que j'ai lus moi-même dans de très nombreux livres d'historiens orientalistes, mais c'était l'esprit du temps et tout le monde avait des préjugés. Je voudrais maintenant souligner rapidement deux autres points qui peuvent peut-être paraître futiles. Dans son livre Orientalisme, Edward Said conteste le sens des mots Orient et Occident. Pour lui, ces termes sont interchangeables et ne signifient rien. Seul le colonialisme et l'impérialisme les utilisent pour marquer une différence qui n'existe que dans une pensée raciste, car la connaissance, après tout, n'est qu'une construction artificielle de l'esprit. Donc, pour Edward Said, on ne peut pas parler l'Orient, c'est comme l'Occident, et inversement, on ne peut pas parler d'une flore ou d'un climat particulier à l'Orient sans paraître raciste. On ne doit pas faire de différence entre ces deux parties de la géographie. De même, il s'attaque à l'expression « nous et eux », car selon lui, elle est raciste et il préconise d'utiliser seulement le terme « nous ». Ainsi, par exemple, on ne peut pas dire nous faisons Kippour. Et les musulmans font, ils font le ramadan. La différenciation entre les êtres humains devrait être interdite. Je vous ai cité ces trois points qui semblent stupides, mais néanmoins ils sont importants, car ils sont l'essence d'un texte très important que je cite souvent, le dialogue entre les peuples et les cultures de l'espace euro-méditerranéen, écrit en 2003 à la demande du président de la Commission européenne, Romano Prodi. Et ce texte fut écrit par un groupe de personnes qu'il sélectionna lui-même et qu'il appela le groupe des sages, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'il y avait par exemple le journaliste Jean Daniel dans ce groupe, il y avait Tariq Ramadan et il y avait d'autres qui ne semblaient pas particulièrement des sages. Ce texte préconise la création d'une fondation, la fondation Annaline, qui se chargerait, d'après ce groupe de sages, d'extirper toute forme d'orientalisme des pays membres de l'Union européenne par les réformes du système éducatif, la mise au pas des médias, la réécriture de l'histoire par un réseau universitaire. Ces mesures que l'on lit dans ce texte promeuvent la mixité des peuples des deux rives de la Méditerranée par la suppression des visas, par l'immigration et par le combat contre les partis populistes, xénophobes et islamophobes et par la suppression des termes nous et eux, la différenciation entre Orient et Occident.
la culpabilité européenne et le rejet de la culture occidentale sont inhérents au texte. En décembre 2003, le Conseil européen et les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne acceptèrent la création de cette fondation pour l'ensemble des pays de l'Union européenne et le réaménagement des programmes éducatifs scolaires et universitaires, ainsi que le conditionnement culturel de la culture et des médias. On y retrouve la déconstruction du savoir et l'axiome de la culpabilité de l'homme blanc. L'Alliance des civilisations, qui fut créée plus tard, qui est un vaste projet onusien et qui rassemble l'ensemble des pays de la planète, s'inspira aussi de la pensée d'Edward Said dans ses programmes destinés à l'éducation de la jeunesse. Vous pouvez trouver les références de ces textes dans mon livre L'Europe et le spectre du califat, où je les cite et j'en donne les références et je les analyse. En conclusion, je dirais que Edward Said connut un immense succès aux États-Unis et en Europe. Le wokisme actuel, qui est un mouvement maintenant qui nous vient des États-Unis et qui est bien connu maintenant, est imprégné de sa pensée. C'est en fait le fruit de 30 années d'enseignement de haine contre l'homme blanc occidental et sa culture, et c'est le conditionnement de toute une population à une culpabilité, une autoculpabilité mythique suicidaire. Parole, Alexandre. Merci. Merci Batior. Claude, tu veux ajouter quelque chose ou voilà. Bon. Alors, je me présente, je suis Alexandre Feigenbaum, président de l'association Dimi Watch qui organise cette soirée. Et je voudrais, avant de lancer plus loin, tenter à la fois encore une fois un partage d'écran avec un tableau que, alors je remonte cette image, je pense que vous la voyez, voilà cette image. C'est un tableau que l'artiste américaine Camille Fox a mis à notre disposition. Ça représente l'exode des Juifs des pays arabes. Cet exode a été commémoré hier, la journée du 30 novembre en Israël, est consacrée à commémorer l'exode des Juifs des pays arabes. Et cet artiste l'a réalisé il y a 1 an, justement à l'occasion du premier anniversaire de cette commémoration, enfin de cette seconde commémoration. Et voilà, donc je remercie cet artiste, de même que je remercie d'autres artistes comme Alain Kleinman, qui a également mis des tableaux à notre disposition. Alors, je veux aussi maintenant surtout remercier les intervenantes brillantes, absolument brillantes. Je crois que les commentaires sont nombreux. Et avant d'en dire un petit peu plus, je voudrais citer l'un des commentaires qui sont arrivés dans les discussions. C'est de Marcel Aguilar, qui signale que la tombe de Solila Achuel est visible à Fès et qu'il y a à côté de cette tombe, on peut voir son histoire. Et dit Marcel Aguilar, c'est très émouvant. C'est donc un commentaire que nous avons reçu de la part d'un des participants à cette conférence ce soir. Alors donc, merci, je reviens, merci Evelyne, merci Batior, c'était absolument brillant. Et est-ce qu'il y a encore du son? Voilà, ça y est, je pense que c'est revenu. Voilà, nous avons des problèmes de connexion, mais c'est revenu. Donc, voilà. Donc, ça a été absolument passionnant de la part tant d'Evelyne Chiart, qui nous a déjà montré en détail le programme sur l'éducation de l'ISESCO, qui se veut l'analogue ou le contre-pied de l'UNESCO pour le monde islamique, et qui a un programme ahurissant sur l'éducation. Voilà, nous avons découvert ça. Et puis Batior que je voudrais tout particulièrement remercier, parce que en dehors de cet exposé brillant, Batior nous aide beaucoup.
nous inspire évidemment dans l'association, parce que cette association a été construite à partir de son expérience. Et beaucoup de gens ont lu les livres que je vous ai montrés tout à l'heure. Je veux remercier aussi les membres de l'association, Claude qui a fait la présentation, qui nous a rejoint récemment en tant que chargé de mission, et Yves Doucan qui s'est tout particulièrement occupé de la newsletter, les superbes newsletters que vous recevez. C'est lui qui en est l'auteur, et avec Jean-Charles Goldberg, un autre membre du bureau, ils ont géré toute la préparation de cette réunion et je les en remercie. Voilà, donc je crois que bien sûr, je vous remercie vous tous qui nous suivez depuis maintenant 2 ans, puisque ça fait 2 ans tout juste que nous existons. Mais je voudrais signaler que par rapport à Edouard Saïd, il est, je suis en train de lire un livre que je vous recommande, qui traite de l'histoire du wokisme et des différents des idéologies qui vont avec. Et Edouard Saïd est tout à fait parfaitement cité comme l'initiateur du mouvement décolonial. C'est-à-dire tous les auteurs décoloniaux et ensuite toute la théorie critique de la race, etc., qu'on voit apparaître dans ces mouvements-là, les mouvements woke, eh bien c'est initié par Edouard Saïd. Tous les auteurs principaux de ce mouvement décolonial se réfèrent tous à Edouard Saïd, et son livre Orientalisme a d'ailleurs été traduit dans une 30aine de langues. Voilà. Donc, pour nous, c'est absolument important parce qu'effectivement, nous attachons à la dhimitude, mais nous réalisons que la dhimitude, bien sûr, c'est un certain nombre de lois qui concernent les non-musulmans, notamment en pays islamiques, mais pas que. C'est d'abord un état de fait actuellement dans le monde, avec notamment 100 millions de chrétiens qui subissent des persécutions extrêmes liées à l'islam radical, 100 millions de chrétiens, et 250 qui vivent dans des pays où ils risquent d'être soumis à des persécutions. En ce qui concerne les juifs dans le monde arabo-musulman, il n'y en a plus beaucoup, ou quasiment plus. D'ailleurs, le tableau de Camille Fox l'évoquait. Mais la dhimitude, c'est aussi un état d'esprit, parce que c'est considérer les non-musulmans comme des êtres inférieurs. C'est typiquement une forme de racisme, et de manière assez surprenante, les associations antiracistes l'ignorent en France. Nous allons donc essayer de leur rappeler. C'est la cause, non seulement c'est une vision raciste, mais les gens, les woke qui s'étonnent du racisme ne s'en préoccupent pas. C'est assez étonnant que les woke ne s'en préoccupent pas, ne s'en inquiètent pas. Ils voient du racisme. Et si je reprends le mouvement aux États-Unis, le mouvement woke est arrivé après le mouvement des droits civiques, quand justement les Noirs avaient acquis les droits civiques. Les woke ont continué à chercher le racisme et sont allés le chercher dans l'intention des gens, puisque ce n'était plus dans les lois aux États-Unis. C'était au contraire, le racisme devenait passible de punition par la loi américaine. Mais ils sont allés le chercher dans l'intention. Et tout le mouvement woke est bâti sur cela, puisqu'il n'y a plus ils arrivent après les batailles, les grandes batailles pour les droits civiques, pour même la reconnaissance des homosexuels dans les pays occidentaux, ça a été fait, mais les woke ont cherché dans l'intention et plus donc ils sont extrêmement difficiles à combattre. Alors nous chez Dhimmi Watch, nous attaquons à ce problème. Avant de vous donner la parole, je voudrais vous signaler dans cette optique nos prochaines conférences. Il y en a une qui est déjà visible sur le site, qui a lieu dans quelques jours et qui est en fait la suite logique de celle que vous venez d'avoir aujourd'hui. C'est le 14 décembre et vous retrouverez Bathior avec Paul Fenton. Paul Fenton, voilà, qui est professeur à la Sorbonne, merci. Voilà, et la soirée sera centrée sur le thème de Al-Andalus, mythe ou précurseur de l'Inquisition.
c'est en fait la continuation logique il s'agit de démythifier et nous nous y attachons pendant que d'autres s'attachent à mythifier au contraire. Au mois de janvier, vous retrouverez une autre conférence où vous retrouverez 4 intervenants. Claire Brière-Blanchet, qui est membre du bureau et qui, à l'heure actuelle, malheureusement, n'est pas avec nous, mais elle doit sortir d'anesthésie en ce moment. Vous retrouverez également Alexandre Delval, Judith Weintraub et Pierre Rehov. Le thème sera la conquête et la reconquête. Conquête de pays non encore islamisés, et ce sera la France. Reconquête de pays qui avaient été sous domination islamique. Et il s'agira de l'Espagne, de la Sicile et d'Israël. Au mois de février, la date n'est pas tout à fait fixée. Nous aborderons les féminismes, les néo-féminismes. Vous savez que l'affaire Mila a révélé qu'il y avait 2 féminismes en France, un que René Frégosi appelle le néo-féminisme. Ce sont en fait les féministes qui sont pour le voile. Le voile était signe de liberté. Maintenant, la liberté, c'est le voile pour ces féministes-là. Et nous aurons donc également René Frégosi qui interviendra et Peggy Sastre. Voilà pour les prochaines conférences de janvier et de février. Voilà, écoutez, je vous remercie encore tous et puis je vais vous donner la parole par les questions que vous avez pu poser par écrit. Voilà. Donc, alors, s'il y a des questions alors, je signale déjà qu'on m'a demandé, alors, je peux répondre déjà très vite. Quel est le livre sur Edouard Saïd? Alors, je crois que Bathior, tu peux répondre. Je sais que tu en parles dans des livres. Oui, je conseille le livre Orientalisme. Si on veut connaître vraiment, il en a écrit beaucoup, mais je conseille Orientalisme parce que c'est à mon avis le plus clair sur ce sujet. Voilà. Et donc, vous avez notamment des articles de Bathior et Bernard Lewis également, qui était en polémique continuelle avec Edouard Saïd. On me demande... Pardon ? Vous-même, pardon. Excusez-moi, j'ai une guette. Vous-même, vous disiez que vous étiez en train de lire un livre, n'est-ce pas ? Oui. C'est Le triomphe des impostures intellectuelles de Lindsay et Pluckrose, qui a été traduit justement par Peggy Sastre et qui est postfacé par Taguieff. Voilà, c'est l'histoire, en fait, l'histoire intellectuelle des mouvements woke. Et vous y trouvez notamment le mouvement décolonial dont je parlais tout à l'heure. Je garde la parole 2 secondes et je voulais reprendre la question de Madame Laurence Brust qui dit « Édouard Saïd était chrétien, n'a-t-il pas pris en compte le statut de dhimmi pour les chrétiens ?» Est-ce que Madame Bathior pourrait nous répondre? Puisqu'il était chrétien, en effet, lui-même, il n'était pas dans la enfin, il subissait la domination des musulmans. La haine d'Israël était plus grande. Oui, excusez-moi, je ne vous entends pas très bien, mais j'ai bien compris le sens de votre question. En effet, il était chrétien, il était d'une famille chrétienne, mais de toute façon, il a vécu à l'époque coloniale en Égypte, et donc on ne souffrait pas, le système de la dhimmitude avait été de toute façon aboli même, ou du moins amoindri, grandement allégé déjà durant la Première Guerre mondiale, mais ensuite sous la colonisation anglaise, il n'y avait pas du tout de dhimmitude et la société égyptienne était tout à fait émancipée plus ou moins de ses préjugés. Néanmoins, il y avait beaucoup d'antisémitisme à l'époque, mais l'antisémitisme n'était pas seulement, ne provenait pas seulement des musulmans, il provenait beaucoup de chrétiens aussi, parce que beaucoup de chrétiens étaient totalement d'abord antisémites, mais aussi antisionistes. Et donc ils approuvaient, par exemple, les déclarations du Moufti de Jérusalem, la déclaration de Azam Pacha,
avant la guerre avant la guerre de 47-48, qui annonçait qu'il allait y avoir dans tout le Proche-Orient un massacre général pire que celui des Mongols et des croisés, si les Juifs décidaient d'ériger leur État. Donc on vivait quand même dans la peur, mais les Juifs vivaient dans la peur. Pour Edward Saïd, beaucoup de chrétiens le considèrent un peu comme un traître. Il était membre de l'OLP. Beaucoup d'amis chrétiens libanais, ses amis chrétiens libanais, se sont détournés de lui, n'ont pas voulu le voir. Parce que pendant la guerre palestino-libanaise contre les chrétiens, les maronites au Liban, eh bien, il a pris partie de l'OLP, il faisait partie de l'OLP. Merci, madame. Est-ce que je peux dire un mot? Absolument. Bon, vous m'entendez? Jean-Pierre. Bon, salut tout le monde. Merci donc aux deux intervenantes. Je voulais, puisqu'on parle beaucoup d'Edward Saïd, évoquer un philosophe égyptien qui s'appelle Fouad Zakaria, qui a été longtemps interdit dans son propre pays et qui a dû émigrer au Koweït où il a enseigné. Et Fouad Zakaria, dont je parle d'ailleurs dans un livre que j'ai écrit sur le monde arabe face à ses démons, fait une réfutation en règle de toutes les thèses principales d'Edward Saïd. Alors je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Oui. Vous voyez? Oui, oui. Oui. Les Arabes à l'heure du choix. Voilà. Alors, c'est un livre que vous pouvez trouver, à mon avis, dont on ne parle presque jamais de Fouad Zakaria. Or, moi, c'est la seule, depuis longtemps, critique sérieuse que j'ai vue d'Edward Saïd. Il lui reproche d'abord de ne pas connaître le monde arabe. Il a vécu longtemps, pratiquement tout le temps aux États-Unis. De ne pas d'avoir un regard critique vis-à-vis du monde arabe. Hein. Il dit, et puis la thèse essentielle de Edward Saïd, il l'attaque aussi. La thèse essentielle d'Edward Saïd, c'est quoi? C'est de dire que les Occidentaux ont produit une image de l'Orient qui est imprégnée donc de visées, disons, racistes, colonialistes, impérialistes, etc., et qu'il renvoie cette image au monde arabe, mais qui est une image fausse, qui est une image aliénante, etc., etc. Et la critique essentielle de Fouad Zakaria lui dit, mais on ne peut pas reprocher aux intellectuels de l'Europe qui ont été curieux, qui sont allés faire des voyages, qui ont regardé les choses et qui produisent des images de l'Orient. Il dit, le jour où nous-mêmes, les Arabes, nous serons capables de produire des images sur notre propre monde, sur notre propre vie, etc., lorsque nous apporterons de la connaissance à la connaissance universelle, alors vous verrez les intellectuels et les artistes européens venir chez nous s'abreuver à nos sources de connaissances. Mais pour l'instant, dit-il, il écrit dans les années 70, pour l'instant, eh bien, nous en sommes dans ce monde arabe à croire à des mariages possibles entre des femmes et des anges. Hein, et il cite la source, etc. etc. Donc, voilà, ça c'est pour Edward Saïd, et je vous recommande donc de lire ce livre. Maintenant, qui sont arrivés surtout après l'indépendance, qui ont commencé à peindre quelques années avant l'indépendance et puis après, comme par exemple Mohamed Khadda, comme Mohamed Isyakham et bien d'autres de cette génération, les premiers, disons, la première génération. Eux, ils s'attaquent aussi à l'orientalisme, disons, pictural, artistique, en disant que voilà, c'est
c'est une inspiration donc européenne qui ne correspond pas à notre être, à notre identité, etc. etc. Et que font-ils pour plonger, enfin pour, disons, exprimer cette identité? Ils vont se référer à des sources artistiques de l'islam abstraites. Et donc, on va avoir affaire à un art abstrait. Pour certains, c'est les éléments culturels de décoration, de la décoration islamique, alors qui évitaient le visage humain et donc le corps humain, et donc était beaucoup porté sur la calligraphie. Donc, on va voir dans le monde pictural arabe, du Maghreb, etc., une prolifération, disons, de l'art de la calligraphie. Et pour certains autres, c'est les racines africaines, mais toujours par rapport à des éléments de décoration. Pour les uns comme pour les autres, on ne verra jamais quasiment de peinture d'hommes, de femmes, de ces Algériens ou de ces Marocains ou de ces Tunisiens d'aujourd'hui, etc. Même si on devait recourir à des formes modernes de peinture, mais ce réalisme-là ne sera jamais atteint. Alors, par contre, il y a un peintre qui était un peintre français qui s'est islamisé et qui a vécu en Algérie au XIXe siècle, qui s'appelait Nasser-Din Diné. Et alors lui, il était complètement orientaliste, mais ce qui est marrant, c'est que tous les ministères, tous les ministres, etc., mais tenaient absolument à avoir un tableau de Nasser-Din Diné qui, disons, peignait des femmes arabes, un peu à la mode orientaliste, effectivement. Voilà, quelques éléments que je voulais apporter au débat. Merci. C'est intéressant ce que tu dis, Jean-Pierre. Comment? Je dis que c'est intéressant, les informations que tu viens d'apporter. Mais tu sais que dans l'islam, on ne peut pas représenter la figure humaine. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ils s'en sont réduits à des formes abstraites. C'est pour ça que c'est vrai qu'il y a de très jolies choses, hein, d'un point de vue abstrait, dans la calligraphie et dans les formes, mais ça se limite à ça. Donc, c'est quand même assez... Oui, c'est... Mais en même temps, et ça rejoint la critique de Fouad Zakaria de Edouard Saïd, oui. C'est que à ce niveau-là, disons, donc, des peintres de l'art plastique dans le monde arabe, et on ne verra jamais un intérêt pour les personnes, pour les gens, pour le décor, pour la vie moderne, disons, enfin moderne, disons, qui est vécue par les gens. Donc, on reproche en même temps à l'orientalisme disons, de ne pas dire la vérité sur le monde arabe, sur le monde musulman, mais en même temps, ceux qui s'en réclament se réfugient dans une sorte d'abstraction. Ils reviennent finalement par rapport à la critique, en tout cas d'Edouard Saïd, c'est complètement en porte-à-faux. Je suis d'accord. Je ferai un commentaire deux commentaires sur les chrétiens d'Orient. En fait, le terme est un peu inadapté. Premier commentaire, c'est qu'ils ne sont pas tous catholiques, et ils ne sont surtout pas catholiques romains, et donc le Concile Vatican II et la Déclaration Nostra Aetate les a pas, pour beaucoup, ils n'ont pas été concernés. Ils n'ont même pas peut-être été au courant de cette déclaration qui réhabilitait les Juifs et déclarait que ce n'était pas un peuple déicide. Le deuxième élément, c'est que, comme beaucoup de minorités un peu partout dans le monde, ils veulent essayer de se faire bien voir des maîtres, et ils sont parfois plus anti-sionistes que les musulmans peuvent l'être. Puis de toute façon, il y a des courants chrétiens aussi antisémites, donc, qui ont été bien connus en Syrie, etc. Voilà, c'est les deux remarques que je voulais faire. Et une petite réponse à Jean-Pierre. Je suis très content d'apprendre qu'il y a un auteur arabe qui a pris le contre-pied d'Edouard Saïd. C'est extrêmement important, et si tu veux bien, tu nous feras connaître, on diffusera le nom
de ce livre plus tard, mais je peux dire que malheureusement, je rappelle que le bouquin Orientalisme, vous le trouvez intégralement sur le net. Hein. Il est en version PDF, vous le trouvez sur Internet. 30 langues, traduit en 30 langues, et puis des dizaines d'auteurs, tout le mouvement woke, tout le mouvement décolonial, des centaines, peut-être des dizaines, peut-être même des centaines de livres qui reprennent ces thèses, qui les amplifient jusqu'au non-sens, enfin, jusqu'à l'absurde qu'on voit actuellement avec le mouvement décolonial. Mouvement décolonial qui, je le rappelle, ne se soucie pas des peuples qui ont été colonisés par l'empire colonial islamique. Là aussi, il y a eu des décolonisations. On a parlé de la Grèce tout à l'heure, on a parlé d'Israël, on a parlé de l'Espagne. Ce sont des pays qui se sont décolonisés à certains moments. Les décoloniaux ne s'intéressent pas à cela. Ils ne s'intéressent à condamner l'esclavage au nom de l'universalisme et condamne l'universalisme en citant un certain nombre d'auteurs, même Voltaire, qui avait des actions dans les compagnies de la traite d'esclaves, et pour eux, ça suffit à discréditer l'universalisme. Mais la traite des esclaves, la traite orientale, dont Evelyne nous a montré des photos terribles, celle-là, elle ne les intéresse pas. Elle n'intéresse pas les gens de la théorie critique de la race dans le mouvement woke. Donc, on peut se demander si c'est simplement des oublis ou si ce sont des convergences avec l'islamisme, et très probablement, il s'agit de convergences, et le mouvement décolonial a été mis sur des rails par Edward Said. Je précise encore une chose, c'est que l'assistant de Edward Said à l'université Columbia est quelqu'un qui s'appelle Rachid Khalidi, qui, depuis la mort d'Edward Said, l'a remplacé à ce poste et donc dirige les études, dirige la chaire, donc cette chaire à l'université Columbia. Et Rachid Khalidi fait partie de ces quelques grandes familles palestiniennes. Donc il y a eu les Husseini, il y a eu les Nashashibi, il y avait les Khalidi. Un de ses grands-pères a été maire de Jérusalem. Il s'est voulu, je ne sais pas s'il se veut encore marxiste, mais dans un de ses livres, malgré tout, sur l'identité palestinienne, il dit quand même, il reconnaît quand même que les Arabes de cet endroit se sont voulus musulmans, ottomans, syriens, etc. Et il contredit quand même la tendance de certains nationalistes palestiniens à se dire palestiniens depuis les temps les plus reculés, quoi. Donc, mais ceci dit, il est foncièrement anti-israélien, bien sûr. Voilà. Autre chose, tout à l'heure, tu as dit, Alex, que les méfaits contre les chrétiens étaient le fait de l'islam radical. Je crois que le radical, il est en trop, parce que c'est de l'islam tout court. Actuellement, en Algérie, par exemple, on s'attaque à des églises, on les ferme, on s'attaque à des gens qui ne se veulent plus musulmans, mais se sont convertis au christianisme et qui sont pourchassés. Et c'est l'islam tout court, c'est l'Algérie, c'est le gouvernement. Je vais me permettre de rajouter quelque chose, c'est qu'il y a actuellement des colloques qui sont organisés avec des universitaires français et organisés par l'association France-Palestine Solidarité. Voilà, des colloques qui visent à réécrire l'histoire, organisés par l'association France-Palestine Solidarité et l'Union juive française pour la paix. Et je disais qu'il fallait suivre absolument ce qui sortait de ces colloques et essayer de réagir. Où ça? C'est dans des universités françaises.
Et vous avez plus de détails à ce sujet? Je peux en envoyer. À l'université d'été de Nantes, il y a eu 5 ateliers pro-palestiniens, anti-israéliens, qui étaient couvertes par le ministère de la Culture. Et je peux vous donner tous les détails de ces 5 ateliers. Qui c'est ce qui parle? L'université d'été de Nantes. Qu'est-ce qui parle? Bon. Ah, c'est moi. Guy Attal, apparemment Guy Attal. Bien. Ça me permet de... Je saisis l'occasion de citer l'action que nous venons de lancer ce soir, et un communiqué est paru sur notre site concernant justement ce que vient de dire Jean-Pierre sur les harcèlements de chrétiens en Algérie. Et c'est vous pourrez lire ce communiqué où on parle des églises fermées, des prêtres harcelés, des librairies fermées, des fidèles harcelés, accusés d'espionnage, etc. Et nous allons entreprendre une action là-dessus. Et tous tels que vous êtes ce soir, si vous faites partie d'associations, nous cherchons à regrouper des associations autour de ce thème pour réclamer la liberté de conscience en Algérie. Et je pense que ça serait un pas pour l'abolition de la dimitude. Je ne sais pas si on le verra dans l'année qui vient, mais c'est quelque chose qu'il faut absolument exiger parce que c'est une démarche essentielle. Je donne juste un exemple de cette dimitude qui me vient à l'esprit. C'est au procès de Georges Bensoussan. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a... comment il s'appelle j'ai des problèmes de nom là. J'aurais dû l'écrire, mais bon. Un auteur qui intervient très souvent, qui est contre l'islamisme, un Algérien qui est contre l'islamisme, qui intervient très, très fréquemment. Mohamed Sifawi, ça y est, ça me revient. Et Mohamed Sifawi a témoigné contre Georges Bensoussan et à un moment donné, le juge lui a lu un texte qui était presque identique à celui de Georges Bensoussan sur l'antisémitisme en milieu musulman. Et Sifawi a un peu cafouillé, mais l'analyse qu'en fait Georges Bensoussan, il y a plusieurs niveaux d'analyse à ce sujet, mais Georges Bensoussan se demandait si ce n'est pas lui, Sifawi avait le droit de critiquer l'antisémitisme, mais un dhimmi n'avait pas le droit de le faire. Donc, vous voyez à quel point on en est dans le racisme. Un dhimmi n'a pas le droit de dénoncer le racisme anti-dhimmi, mais un musulman éclairé, entre guillemets, lui, aurait le droit. Donc, vous voyez quel est l'état d'esprit que nous retrouvons. Mohamed Sifawi est considéré par tous ses collègues journalistes, puisqu'il a été journaliste en Algérie, comme un agent de la sécurité militaire. Donc, à mon avis, il continue à servir ses employeurs. Oui, moi aussi. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut vous donner la parole, ce n'est pas obligé maintenant de faire par écrit. Est-ce qu'il y a des questions oralement, des gens qui veulent poser des questions oralement? Bien, ben écoutez, je pense qu'il va être temps de conclure cette soirée. Claude, je te redonne la parole pour conclure. Ah, Guy Attal veut intervenir? Guy, il faut remettre le micro. On n'entend pas. Guy, on ne vous entend pas. Si vous pouvez remettre votre micro. Oui, ça y est. Voilà. Je viens de le remettre. Je voudrais savoir s'il existe un contre-courant à cet orientalisme d'Edouard Saïd ou seulement on le suit. Je ne comprends rien. Je n'ai pas très bien entendu la question. La question, si je répète, est-ce qu'il y a un contre-courant? Il existe
un contre-courant. Ah oui, bien sûr, il y a un contre-courant. On vient de parler maintenant d'un contre-courant avec un musulman. Je ne sais pas si on peut appeler un courant, mais voilà, un musulman, une personne musulmane a critiqué Edward Saïd en disant qu'il ne connaissait pas le monde musulman, etc. Donc, il y a des musulmans qui ne sont pas d'accord avec la vision d'Edward Saïd. Et bien sûr, ce courant, il a été très combattu aussi par Bernard Lewis et par les orientalistes, parce que à cause de lui, des orientalistes extrêmement prestigieux ont été écartés de l'université. Et leur écrit également. Par exemple, Anne-Marie Delcambre en France, elle a été presque persécutée parce qu'elle disait, elle faisait des analyses qui n'entraient pas dans la pensée unique et les vues de l'opinion de Edward Saïd. Donc oui, il y a aussi un mouvement anti-wokisme qui commence à se développer, mais étant donné que Edward Saïd était soutenu par tout un appareil d'État, par les universités, c'est pour ça qu'il a eu un tel succès. Vous savez, beaucoup d'universités aux États-Unis sont privées, donc l'argent arrive, les pétrodollars coulent à flot dans ces universités, aussi dans des universités anglaises. Et donc, c'est connu. Et donc, pour familiariser, pour diffuser les vues de Edward Saïd, et d'ailleurs, quel plus grand succès que de voir que ces idées ont été adoptées par des institutions telles que l'Union européenne. C'est énorme. Ou bien l'Alliance des civilisations. C'est au niveau de l'ONU. Donc, vous voyez que ce n'est plus Edward Saïd. Edward Saïd a donné une forme à une sorte de guerre anti-occidentale. Il a donné des arguments à cette guerre intellectuelle contre l'Occident, contre la science de l'Occident, contre la liberté de représenter dans des œuvres légères. L'Orient se moquait un peu, comme on se moque aussi du tsar, on se moque des potentats en Europe. Bref, la critique n'est pas seulement réservée à l'Orient, la critique est légère, elle est partout. Et la critique est bénéfique parce qu'on peut voir ses défauts et se corriger. Donc, pour répondre donc à votre question, la vision de Edward Saïd est totalement reprise par le wokisme et qui est une guerre, tout le monde le reconnaît, une guerre contre l'Occident pour une déconstruction de la culture et de la science occidentale. Merci. Oui, j'ai vu qu'il y a des réflexions, des questions de dernière minute qui arrivent par écrit, mais si vous voulez prendre la parole, on a encore quelques minutes. Oui, juste pour un petit mot, Réal Garcia de Jérusalem, à propos de la dimitude, je ne sais pas, je suis arrivé un petit peu en retard. D'abord, bonne fête de Hanouka. Et je me rappelais toujours quand mon père, quand j'étais petit, me disait qu'on ne pouvait pas acheter des babouches jaunes qu'on appelait rbatiyines. C'était un petit peu la haute société qui achetait ça. Et donc, on pouvait ou avoir des babouches blanches par la suite, ou bien que des demi-babouches pour des gens juifs, n'est-ce pas, qui étaient bien placés. Mais le talon devait être sur le sol. Mais en aucun cas, même si on avait des babouches qui étaient entières, on achetait toujours des babouches blanches. Peut-être ça revenait du passé, mais jamais des babouches jaunes. Hein. C'est comme ça. C'était pour l'élite musulmane qu'il y avait au Maroc. Hein. Bien sûr, je parle du Maroc. Oui. Merci. Oui, c'est vrai ce que vous dites.
c'est très important. Les vêtements étaient quelque chose de très important pour les musulmans. Les juifs, mais pas seulement les juifs, aussi les chrétiens, les samaritains devaient se distinguer par leurs vêtements de la tête aux pieds. Si en Occident, il y a eu l'étoile jaune, un écusson, ou peut-être une sorte de chapeau qu'on devait porter, que les juifs devaient porter pour se distinguer des autres. Et d'ailleurs, c'était des mesures qui étaient empruntées, qui ont été empruntées à l'Orient, qui a imposé dès le 8e siècle. Le 8e siècle, il a imposé des vêtements discriminatoires aux populations qu'il avait conquises. Et qui étaient juifs chrétiens dans le bassin méditerranéen, mais aussi bien ailleurs en Asie, c'était des bouddhistes ou bien des hindouistes. Voilà, on va prendre une dernière intervention. Ariane a demandé la parole. Donc, Ariane. Je ne vois pas Ariane. Ah, voilà. Oui, bonjour. Alors, c'est Ariane. Oui, je voulais juste rajouter une chose concernant Edward Said et plutôt l'étude, justement. J'avais étudié, j'ai fait un MA à l'université hébraïque et en 2004 au département d'art, et j'avais pris quelques cours de Cultural Studies qui étaient assez intéressants sur le féminisme et sur d'autres sujets. Et dans le syllabus qu'on devait lire, bien entendu, il y avait Edward Said, Fanon et bien d'autres écrivains qui étaient dans cette même mouvance anti-colonialiste, décolonialisme, etc. Et on parle donc presque d'il y a 20 ans. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en général, dans les universités, les gens, on vous donne un syllabus qui est semblable. Et les gens apprennent exactement les mêmes choses et répètent exactement les mêmes choses. Et ils sont formatés à penser plus ou moins les mêmes choses avec peu d'esprit critique quand on les nourrit de mêmes écrits. À l'époque, j'avais trouvé Edward Said intéressant et je n'avais pas eu un regard critique justement parce qu'avec 20 ans d'écart, on se rend compte de choses différentes. Donc ça aussi, j'aimerais le mentionner parce que je pense que c'est très intéressant, non, c'est très important de se rendre compte justement que dans un département de cultural study où on critique justement tellement de choses et que c'est d'abord un esprit critique qu'on essaye de développer chez les étudiants, finalement, cette critique-là, elle ne s'autocritique pas. Donc, c'est quelque chose aussi que je pense est important et à prendre en considération. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très important de critiquer justement tous ces écrivains quand on voit où ça nous amène. Alors voilà, c'est mon intervention. Humble intervention. Merci. Merci. Il y a une demande de parole de Laurence Brust. Oui, merci. Ce n'est pas une question, c'est un petit commentaire par rapport au Maroc. Peut-être la caméra non, elle ne fonctionne pas. Désolée. Donc, par rapport au Maroc, il y a Simone Bitton, une cinéaste israélienne antisioniste bien connue, qui sort ces jours-ci à Paris un documentaire sur le Maroc, en particulier sur les traces juives au Maroc. Et elle a été voir les gardiens musulmans, gardiens des cimetières juifs. Ce film, j'ai vu un petit extrait, fait l'apologie de la situation idyllique des Juifs au Maroc. Il n'y a pas un mot de dimitude, il n'y a pas un mot d'antisémitisme. Ce matin, elle était l'invitée de Radio J, une émission du matin sur Radio J. Et pareil, tout le bon côté de la vie juive au Maroc. On parle de rien qui fâche.
Et voilà, et c'est présenté et perpétué par une radio juive aussi qui joue le même jeu. Et voilà, ça continue. Oui, ça continue. Comme l'Institut du monde arabe, c'est pareil? Oui, pareil. Bien. Je voudrais préciser, puisqu'on vient de parler de Simone Bitton, que je suis responsable de la publicité sur une radio juive de Paris et que j'ai refusé la publicité du film de cette personne qui est connue pour son antisionisme depuis des années. Je voudrais terminer ma courte intervention pour citer un livre extraordinaire qui vient d'écrire Brice Couturier, qui s'appelle OK Millennials, aux éditions L'Observatoire, sur le wokisme. Je le présente ici à l'écran. C'est un très, très bon bouquin qui dénonce le wokisme d'un garçon qui, dans sa jeunesse, enfin, dans sa jeunesse étudiante, a été maoïste. Donc, c'est très intéressant à lire. Voilà, je le montre devant ma caméra pour information. Et enfin, je termine en disant que j'ai fait des études sur le Proche-Orient arabe à l'Université hébraïque de Jérusalem il y a très longtemps, il y a 50 ans, où notre maître à penser n'a jamais été Edward Said, heureusement, mais plutôt Burn Lewis, l'universitaire américain. Voilà. Je peux encore rajouter juste un petit mot? Bien, allez-y. C'est sur ce que Batior avait dit, n'est-ce pas, à propos des vêtements, n'est-ce pas, donc en tout cas chez nous au Maroc, on disait, surtout quand il y avait des Juifs qui partaient du Maroc, ils allaient en direction d'Israël, on disait sa djellaba, c'est son passeport. Voilà, c'était comme ça. Cette djellaba, c'est son passeport. On le voyait, on savait tout de suite. Et à propos de ces Juifs, n'est-ce pas, qui étaient frappés, on jetait des pierres et tout ça, à Casablanca, comme vous savez, Marrakech, c'est la ville rouge, Casablanca, c'est la ville blanche, bien Cholet. On disait, quelle est la couleur de la djellaba noire d'un Juif casablancais? On disait, eh ben, elle est blanche, tellement il rase les murs, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on disait. Elle est blanche, il rase les murs, il ne veut pas qu'on le voie, il ne veut pas que des enfants arabes, il ne peut rien faire comme ça, le maltraite et des choses comme ça. Voilà, c'était ça, c'est vraiment à l'époque. Et comme on dit à propos de ces gens-là, on ne peut que citer Jean de La Fontaine, n'est-ce pas, la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf. Eh ben, si elle veut continuer à être antisioniste, ben, qu'elle continue, ben, un jour, ça s'arrêtera. Voilà, c'est tout, ça ne mène nulle part. Ça mène surtout qu'en Israël, et je suis sûr ailleurs, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui reviennent à leur tradition musicale, théâtrale. On enseigne aussi bien à Paris qu'en Israël, le judo-espagnol, le judo-arabe, le judo-yéménite, enfin, le yiddish aussi, on s'est remis. Il y a un mouvement à ce niveau-là. Alors, s'ils veulent dire tout est très bien, bon, ben, qu'ils continuent à le dire, et voilà. Mais nous, on continue notre chemin, et c'est tout, surtout avec la fête de Hanouka. Voilà. Merci bien. Bien, merci pour cette conclusion finalement. Et donc, je vous donne rendez-vous dans très peu de temps, dans le 14 décembre, pour ce qui sera en fait la suite de cette soirée. Vous aurez le temps de lire les deux livres dont on a parlé, celui de Brice Couturier et celui de Lindsay Pluckrose. Bon, enfin, ce sont des livres quand même un peu épais, mais voilà, d'ici le 14 décembre. Je vous donne rendez-vous le 14 décembre et on pourra approfondir cet aspect de manière différente. Je remercie encore une fois les intervenants et vous tous qui avez vraiment contribué à cette soirée. Voilà, bonsoir et j'espère qu'on aura, je ne vous garantis pas que la semaine prochaine ce sera sur le site, mais on fera notre mieux pour aller au plus vite, pour mettre la vidéo sur le site et le texte aussi des intervenants. Voilà, merci bien et bonsoir.